On est live. Hey! Enfin? Yes, man. Merci de faire ça pour nous autres. Pour moi, en fait. Pour Smith Vibes Podcast. Toujours un grand plaisir. C'est vraiment drôle parce que j'attends depuis tantôt pour te dire ça, mais le début des podcasts a commencé grâce à toi. Hein? Ouais. C'est la question que j'allais te demander, justement, comment ça avait commencé ces podcasts-là? Ben, l'année passée, à pareille date, j'étais ici, puis on avait tourné un 24 heures de vlog ensemble. Ouais. Puis on a fait un 24... en fait, ça a été à long terme un set vidéo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et puis, il y a deux choses qui sont passées par la suite. La première, c'est que, dans le fond, ça a été très, très, très exigeant en termes de temps à créer toutes ces vidéos-là. Faire le montage, ça devait être fou. Ouais. C'était long, c'était des heures de travail. Fait que ça m'a un peu découragé de faire ça, de faire des vlogs, puis ça a été les derniers vlogs que j'ai faits. Okay. Mais en revanche, avoir fait ces vlogs-là, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à certains vlogs spécifiques, à certains épisodes, je te dirais plutôt surtout le 2e puis 5e, là, si je ne me trompe pas, par rapport à de l'information qui avait été donnée, puis des choses que les gens ne savaient pas, puis des choses qui ont vraiment aidé les gens à poursuivre dans leurs habitudes de vie ou quoi que ce soit. Ouais. Puis j'ai toujours voulu faire des podcasts parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait du contenu qui était un peu caché, qui était un peu underground. Puis à chaque fois qu'il y a de la publicité sur les médias, que ce soit par un article ou par un vidéo, whatever, il y a toujours un petit quelque chose en arrière qu'on connaît pas trop. Parce qu'on essaie de couper un peu dans ce qu'on veut. Le 500 mots maximum, la capsule de 2 minutes. Exactement, tu sais. Puis là, je me suis dit, dans les podcasts, on pourrait probablement mieux reacher les gens. C'est pas tout le monde qui a le temps de regarder des vidéos YouTube, mais tout le monde est dans son auto tout le temps. Tout le monde est en train de voyager d'un bord puis de l'autre. Tout le monde peut écouter ça sur le bord de la plage pendant qu'ils sont en vacances, quoi que ce soit. C'est super simple. Fait que j'ai comme une impression qu'on a limité justement les informations qu'on avait partagées dans les vlogs, avec toi surtout, parce que justement, ils n'étaient pas sous la forme audio, puis ils n'étaient peut-être pas tous ensemble, ils étaient vraiment séquencés. Fait que c'est grâce à toi, man. Hey! C'est drôle, hein? Je suis content de l'apprendre. Puis c'est ça. Puis c'est le deuxième épisode qu'on avait tourné, là, c'était surtout par rapport à ton jardin, à ton terrain à côté de chez vous. Donc, let's talk about that. Let's go around that. Le petit système que tu as créé. J'aimerais ça un petit peu qu'on regarde c'est quoi le processus que ça a pris à travers des années d'études en agriculture et toutes ces choses-là pour que ça arrive, ça. OK. Tu vois, là, on parle de permaculture. Si on veut étiqueter toute cette thématique-là, là, on parle de permaculture. La permaculture, dans le fond, il y a plein de définitions qui se rejoignent tous. Là. On ne va pas s'obstiner là-dessus, mais dans le fond, en gros, la permaculture, c'est de créer un environnement dans lequel on est capable d'imiter d'une certaine façon la nature, recréer un écosystème qui va permettre d'avoir une production sans nécessairement avoir trop de travail, d'entretien, tout ça, qui va permettre également d'avoir le loisir d'être dans cet environnement-là, de lier ça à notre vie de tous les jours. Ça va faire aussi le partage, ça va faire l'éducation. Hein, quand les gens vont venir marcher mon potager comme tu l'avais fait l'autre fois, tu as appris des trucs, peut-être que ça t'a inspiré pour faire d'autres choses. Fait que c'est un petit peu tout ça, dans le fond, c'est d'intégrer à sa vie la culture, mais pas juste seulement dans un but de faire l'autosuffisance, pas juste dans un but d'avoir une production, mais dans un but d'en créer une activité, d'en créer un modèle éducationnel, puis d'en créer... en faire du partage également. Je crois que c'est David Suzuki qui avait dit le truc qui a été fait dans les dernières années qui pourrait avoir le plus grand impact sur la planète dans le futur, c'est la permaculture. Parce que c'est accessible à tous. Bon, il y a des gens qui ont plus grand terrain, plus de terrain, mais ça se fait à toutes les échelles, la permaculture. Puis par là, on apprend un paquet de choses, puis surtout, on apprend à respecter un peu plus l'alimentation. Puis la difficulté
de faire pousser des aliments, puis d'avoir les aliments à l'année, puis de réussir à transformer ces aliments pour les avoir sur une longue période de temps. Puis tout ça, bien, ça change également ton lien avec l'alimentation quand tu les consommes. Parce que quand tu achètes un casseau de bleuets ou un casseau de fraises à l'épicerie, tu n'as pas pris la peine de les planter, des trimer, des cueillir et tout ça. Tu vas les dévorer comme si c'était rien. Mais quand tu as tes premiers bleuets, dans ton pran de bleuets, tu les dégustes un par un. Toute ton approche par rapport à l'alimentation est modifiée par ça. Okay? C'est presque dans toutes les cultures. En anglais, les gens d'Okinawa, dans leur tradition, ils disent « You must nurture a plant ». Tu dois t'occuper d'une plante. Pourquoi ces nations-là qui ont un potentiel de longévité qui semble plus grand que le nôtre se soucient de l'importance de soucier une plante? Nous, on dit que la longévité, ça passe par des bonnes habitudes de vie, de l'alimentation, l'exercice physique. On ne parle pas de s'occuper d'un potager ou de trimer un bonsaï, tu comprends? Mais oui, ça passe par là également parce que c'est une forme de méditation forcée. Hein? Tu es obligé d'en prendre soin de ton potager, tu es obligé d'en prendre soin de ta forêt nourricière. Puis à cause de ça, ben, tu es en train de te lier, si tu veux, à la nature à tous les jours à cause de ça. Puis ça change tes comportements, veux pas. Depuis la dernière fois qu'on avait fait le tour, ben, je l'avais fait une fois aussi sans neige. Puis on a réussi à manger une excellente salade avec tous tes aliments. Qu'est-ce que tu as changé? Est-ce qu'il y a eu des ajouts à tout ça? Qu'est-ce que tu as ajouté? C'était en évolution parce qu'il y avait beaucoup d'arbres pionniers sur ce terrain-là. Dans le fond, c'était un champ qui avait monté en friche, qui n'était pas très intéressant au départ. Puis là, ben, moi, j'ai eu un permis pour abattre un paquet d'arbres là-bas pour pouvoir replanter un paquet d'arbres fruitiers, aussi d'arbres décoratifs, de noyers. Fait que là, j'ai déjà planté les noyers. Ce printemps, je vais terminer ma coupe de bois pour pouvoir continuer à planter des fruitiers, puis vraiment développer l'aspect forêt nourricière, qui commence dans le fond qu'au fond, de mon côté nord de mon potager, dans le fond, j'ai mes plus grands arbres, afin d'éviter qu'ils fassent de l'ombre sur la partie sud du potager. Ouais. Puis ensuite de ça, j'ai des arbres moyens, mes arbres fruitiers. Autour de ça, j'ai mes arbustes, puis j'ai mes herbacées qui poussent un petit peu entre tout ça, puis qui ont toute une interrelation entre eux autres. Ouais. Puis, c'est sûr que la façon que je le décris, ça a l'air tout bien facile, évidemment. Non. En le faisant, tu apprends un paquet de choses, puis tu perds des plants, puis il y a des trucs qui ne marchent pas comme tu l'avais souhaité, puis il y a des arbres qui meurent, puis il y a tu réalises que certains arbres ne sont pas faits pour ton climat, même si tu avais fait tes recherches au préalable et tout ça. Fait que c'est de l'expérimentation, puis c'est bien correct. Ouais. Quand on commence à faire ça, il ne faut pas commencer à se juger sévèrement ou encore à prendre des échecs trop durement. Ça fait vraiment... C'est la nature. Ouais. Okay? Tu ne vas pas dominer ta forêt nourricière puis ton jardin en permaculture. Tu vas vraiment essayer d'accompagner, collaborer le plus possible avec la nature pour faire quelque chose qui fonctionne, puis tu vas faire des erreurs, puis je suis dans ce processus-là. Fait que c'est un never-ending process de développer sa forêt nourricière, puis son potager, puis tout ce qui vient autour de ça. Moi, je veux un air de jeu là-dedans. Mm-hmm. Je veux pouvoir m'entraîner aussi dans ça. Je veux pouvoir marcher mon terrain avec des gens qui souhaitent en apprendre là-dessus, puis leur montrer, leur faire goûter, intégrer ma partie un peu plus naturelle de ma forêt, parce que je garde des zones complètement intouchées. Dans le fond, c'est un peu ça, quand tu fais une forêt nourricière, tu gardes des zones parfaitement naturelles. S'il y a des branches tombées, tu les laisses tomber. Pourquoi? S'il y a un arbre tombé, c'est important, tu veux... C'est pas de temps de le nettoyer, puis... C'est ça. Oui, il y a des parties qui vont être propres puis nettoyées, où on marche et tout ça, puis des zones qui sont plus près de où on est en interaction avec la nature, mais tu sais, un arbre tombé avec la souche tout relevée, c'est peut-être pas beau, pas attrayant, mais ça fait une cuvette, puis l'eau se ramasse là, puis les animaux, puis les oiseaux vont boire, puis dans la souche relevée, ben il y a des vers, des insectes, puis ça donne accès aux oiseaux, à ces insectes-là qui sont en dessous, puis ça fait comme une espèce de condo à insectes qui peuvent s'installer là-dedans. Puis dans les branches qui tombent au sol, qui se décomposent, bien, ça va donner certains nutriments aux autres arbres qui poussent là. Donc, ça prend des zones qu'on laisse complètement naturelles. Ensuite de ça, il y a des zones où c'est des gros arbres, c'est mes érables. Donc, évidemment, je vais les entailler pour faire du sirop d'érable avec. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent un canopy qui est très, très haut. Donc, le soleil ne pénètre pas jusqu'au sol. Donc là, je peux juste faire pousser des champignons, des choses qui prennent pratiquement pas d'ensoleillement. Mais en même temps, ça nous fait une place à l'ombre pour s'amuser. Fait que
tout a un rôle à tellement de niveaux différents. Fait que quand tu regardes n'importe quelle forêt, mettons que tu roules sur l'autoroute, tu regardes une forêt, tu vas remarquer qu'au bord, c'est les herbes, juste au bord du chemin, les herbes sont très tenaces, que tu peux piler dessus avec ta voiture, en marchant, à vélo, puis ils vont toujours continuer à pousser, puis ils vont même empiéter sur la route. Ils sont tout petits, mais ils sont très tenaces. Puis là, tu avances vers la forêt, puis les arbres poussent un peu plus grands. Puis après, tu as des petits arbres qui vont te cacher la vue, fait que tu ne pourras pas voir complètement dans la forêt parce que tu vas avoir un étalagement d'arbres de plus en plus gros qui va arriver jusqu'à tes gros arbres. Mais si tu réussis à pénétrer tout ça, tu vas voir qu'à l'intérieur de la forêt, c'est un autre monde, là. Parce qu'il n'y a presque plus rien au sol qui pousse parce que le soleil ne se rend pas. Puis c'est différent parce que tu vas voir les champignons, puis tu vas voir des herbes qui poussent à l'ombre, des fleurs qui poussent à l'ombre. Puis c'est un petit peu ça qu'on recrée, dans le fond, en essayant d'avoir le plus possible de plantes qui vont pouvoir nous fournir de la nourriture aux animaux, interagir entre eux. Parce que si c'est toutes des plantes qui font seulement siphonner le sol, à un moment donné, le sol n'aura plus rien. Fait que ça prend des plantes qui sont fixateurs d'azote, ça prend des plantes qui vont servir à engraisser le sol quand leurs feuilles vont tomber, quand leurs branches vont tomber, pour pouvoir continuer ce processus-là continuellement. C'est le rêve du vegan, ça. Le rêve du vegan. Tu sais, je veux dire, manger des légumes, c'est le gros morceau du vegan. Okay? C'est ça. Pour moi, c'est super important d'augmenter ma consommation, d'avoir une grande consommation de légumes et de fruits dans mon alimentation. Ça prend déjà une grosse place. C'est pas très calorique, de toute façon. Je me trouve très chanceux quand j'ai la chance sur 3 à 4 mois de manger fruits et légumes frais, puis après ça, transformer, puis avoir encore plusieurs mois de fruits et légumes qui étaient frais, que j'ai transformés de différentes façons pendant l'hiver. C'est vraiment un luxe parce que moi, j'ai pas le souci de me demander qu'est-ce qui a été ajouté dessus dans la transformation, est-ce que je dois laver ces fruits-là avant de les manger ou non. Puis si je les lave pas, quel impact ça va avoir sur moi parce que je connais ces fruits-là, mais c'est pas juste ça, c'est vraiment le lien que tu crées. Quand je fais une compote de fraises puis que j'analyse combien de fraises que ça me prend pour la faire, crois-moi que je vide pas le pot d'un coup. Une petite cuillère puis je le déguste puis c'est vraiment bon. Puis il y a une grosse conscience aussi autour de ça. Juste si tu prends 4 tomates à l'épicerie, parce que c'est genre ça qui est populaire, 4 ou 3 tomates dans un gros emballage de carton en dessous avec le plastique par-dessus. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas? Moi, j'en veux 6 tomates. Là, c'est over tout le temps. Ça permet déjà de limiter les dégâts, là, ce que tu fais. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais tu sais, faut faire attention parce que présentement, j'ai un terrain de 3,5 acres pour faire tout ça. Puis si tout le monde voudrait faire ça, ça ne fonctionnerait pas plus. Ça en prend des gens qui habitent en ville. Ça en prend. Tu comprends? Ouais. Moi, j'ai un scénario qui est bon pour moi. Il me plaît, j'ai le goût, ça me convient. Par contre, quand mon jardin, ma forêt nourricière va fournir plus, j'aimerais être en mesure de fournir quelques personnes qui, eux, habitent dans un milieu plus urbain, qui n'ont pas la chance de faire ça. Okay. Ou peut-être leur partir des pousses et des plants pour qu'ils puissent faire un peu sur leur balcon ou dans leur ruelle ou quelque chose comme ça. Faut pas prendre ce modèle-là puis être idéaliste puis dire ce modèle-là, il est vraiment bon puis tout le monde devrait l'avoir parce qu'à l'échelle régionale, provinciale, même nationale, ça se fait pas diviser toutes les provinces en terrain d'un acre et plus pour que tout le monde puisse être autosuffisant. Il y a une raison pourquoi, comme un moment donné, l'agriculture elle a commencé à se nicher. Si nous, on habite tous sur le même rang, puis on cultive un petit peu de tout, puis on fait des animaux, on fait des poulets pour les œufs, pour la viande, différents trucs. Puis là, un moment donné, on se rencontre dans un souper, puis on dit « Ce serait tellement plus facile si toi, tu faisais mes poulets, mon agneau, puis moi, je faisais tes légumes. » Puis à la fin de l'année, on se rencontre, puis on se partage tous nos trucs. Puis c'est un peu ça le début mais c'est parce qu'il y a une efficacité à produire une seule chose. Ouais. Tu sais, de cultiver plein d'éléments en même temps, tu deviens bien moins spécialiste de ta culture que quand tu es en culture qu'un seul. Ouais. Puis tes chances d'avoir du succès, je veux dire, je vais avoir des chances de succès parce que j'imite un peu la nature d'une certaine façon au niveau de la pollinisation puis à plein de niveaux, mais pour de la production de masse, c'est pas la solution. Donc, ça prend un équilibre dans tout ça. Ça prend vraiment un équilibre dans tout ça. T'es un gars d'équilibre, c'est ça l'affaire? Oui, je suis un gars d'équilibre. Ouais. Puis je sais que tu avais un lac aussi. Je sais que tu me parlais à l'époque que tu voulais probablement mettre des poissons là-dedans. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça va se faire? Oui, c'est un défi, ça? Non, ça va se faire. Ouais. Présentement, ce qu'il faut que je dois faire, c'est que je dois faire venir une excavatrice pour pouvoir
travailler mon lac un petit peu. OK. Je vais devoir vider mon lac aussi pour travailler le fond à certains endroits parce qu'il va avoir besoin d'aération. Donc, je vais voir que je mette un truc qui va faire des bulles dans le fond de mon lac pour créer un peu plus d'oxygénation. OK. Puis, il y a beaucoup de matière organique d'accumuler dans le fond de ce lac-là. Fait que j'ai l'espace, j'ai tout ça, mais je dois le vider puis un peu le recommencer avant de pouvoir mettre des poissons dedans. Fait que c'est un autre step. Ça? Ça va être avec la pelle mécanique. Simplement Ouais. on va faire un sillon à l'endroit où le lac se dévide naturellement. Puis on va aller plus creux, puis il va se vider naturellement dans sa sortie. Puis après ça, on va refermer ça, puis on va repartir à neuf. Oui, parce qu'il y a quand même un roulement d'eau. Oui. Il y a une source souterraine, puis il y a un apport d'eau à la surface. Donc, fait que ça, c'est une autre étape, là. Ouais. Puis, j'essaie de ne pas me mettre de pression, parce qu'il y a des coûts à ça aussi, tu sais. Puis, ça, c'est une autre chose, tu sais. On dit que lorsque tu cultives, donc si tu as un potager, tu vas avoir environ 7 $ de légumes par dollar investi. Fait que c'est quand même intéressant si tu le calcules comme ça. Par contre, si tu le travailles pour l'élaborer toi-même comme moi je fais, bien, pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de travailler puis générer un revenu. Donc, si tu calcules ta perte de revenus parce que tu élabores ton jardin en permaculture et ta forêt nourricière, c'est pas payant. Okay? Mais même, c'est une grosse perte monétaire. Si tous les week-ends que je prends à travailler sur ma forêt nourricière, je travaillais à remettre des plans d'entraînement, faire des consultations, des formations, je pourrais m'acheter beaucoup plus de légumes que ce que mon potager me fournit. Tu comprends? Ouais. Mais le point, c'est que je veux faire ça parce que... Parce que t'aimes ça. Exactement. Ouais. Puis je veux... Mon projet, c'est un projet à long terme, c'est une activité, c'est un défi personnel en même temps. Donc, pour moi, c'est vraiment important de faire ça. Donc, si je calcule que cette année, je vais mettre une clôture autour d'une partie de mon potager, ces choses-là, puis j'essaie de faire la balance de tout ça à la fin de l'année, ce serait plus économique pour moi de m'acheter un panier bio à l'épicerie. Fait que c'est pas une question d'économie, là. C'est vraiment une question d'apprendre tout ça. Une façon d'éduquer les jeunes exactement, aussi. c'est de créer un modèle autour de ça. Ouais. Puis est-ce que tes enfants, est-ce qu'ils apprennent là-dedans? Est-ce qu'ils ont un désir d'apprendre un peu plus? Est-ce qu'ils te posent beaucoup de questions? Je dirais qu'il y a une partie que oui, puis qui est évidente. Ouais. Puis dans ma tête, puis peut-être que je me trompe, je pense qu'il y a une partie qui s'imprègne en eux qui va peut-être seulement s'exprimer plus tard dans leur vie. C'est une empreinte un peu plus. Exactement. Ouais. Je pense que c'est ça le morceau le plus important. C'est que là, ils me voient aller, ils voient comment je suis dévoué à travers ça, ils me voient exactement toutes les actions que je fais. Ils participent surtout aux tâches les plus faciles, planter, semer, cueillir. Le gros travail manuel ou les grosses journées d'arrosage quand c'est la canicule puis on arrose à la chaudière, tout ça un peu moins. Tu sais, mais moi, je pense que tranquillement, pas vite, certains aspects de ça s'imprègnent en eux. C'est sûr et certain qu'eux, ils connaissent le goût d'une tomate fraîche, du blanc un peu chauffé au soleil, là, qui est vraiment complètement succulent. Ils sont capables de faire la différence entre ça. Leur palais est plus entraîné, je te dirais, parce qu'ils sont une salade de légumes en hiver, c'est correct. Une salade de légumes de notre potager en été, c'est wow. Fait qu'ils disent, ils sont capables de faire cette distinction-là. Puis moi, je trouve ça important d'être capable de voir le goût, là. De développer ce sens-là, de reconnaître la fraîcheur des aliments. Parce qu'ils vont devenir plus difficiles, ça va les forcer à faire des meilleurs choix. Ben, j'ai bien hâte de revoir ça. Si on s'attarde un petit peu aussi au 5e épisode qu'on avait fait dans le vlog, on avait surtout parlé de comment toi tu t'entraînais dans la vie de tous les jours, puis comment tu réussissais à maintenir un niveau de motivation élevé. Puis on parlait aussi que la motivation, ça venait par les gestes que tu fais aussi avec le temps. Ça venait pas comme... c'est pas inventé. Puis dans ton cas, je pense que tu entraînes une bonne variété d'athlètes. Donc, l'importance des saisons était différente pour toi par rapport à quelqu'un d'autre. Let's talk about that. Let's look around. Tu vois, je t'avais parlé un peu du modèle que j'avais choisi, qui correspondait un peu à mon style de vie. Puis pour les gens qui n'ont pas vu le vlog, je peux faire un petit survol là-dessus. Dans le fond, depuis que Combien d'années, à peu près? Ben, dans le fond, j'ai arrêté le sport de haut niveau à fin 2007, début 2008. Depuis ce temps-là, je me suis amusé dans d'autres disciplines, en endurocross, en strongman, puis en powerlifting. Puis, plus dernièrement, le powerlifting m'avait accroché beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai fait
je te dirais, un 9 mois en continu là, des régionaux, provinciaux, aller jusqu'au Canadien en powerlifting. Un gros pic puis, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que ça a bien fonctionné pour le développement de la force, mais dans mon travail de préparateur physique puis d'entraîneur, souvent, je suis à faire des démonstrations d'exercices à la piste de course, à la piste de bobsleigh, au vélodrome, dans la salle d'entraînement. Puis, t'étais brûlé? Je considère que je n'étais pas au meilleur, j'étais peut-être au sommet de ma forme, au sommet de ma force, pardon. En powerlifting. En powerlifting, mais je manquais un peu, je trouvais que je n'étais pas au meilleur de moi-même au niveau des autres aptitudes que j'ai besoin pour être capable de faire des belles démonstrations, puis donner l'exemple, puis être capable d'inspirer les gens que j'entraîne. Fait que j'ai décidé de développer un plan d'entraînement qui va me permettre de bien faire mon travail le plus longtemps possible dans ma vie. Fait que je m'entraîne pour tester des protocoles sur moi, ça je le fais beaucoup, puis aussi pour garder une forme qui va me permettre d'être impliqué physiquement dans ma tâche le plus longtemps possible dans ma vie. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Maintenant, comment j'ai tout divisé ça dans l'année? L'été, on vient d'en parler de mon potager, j'aime ça être dehors. J'aime passer du temps aussi, avoir la chance des fois de faire une séance ou 2 par semaine sur le vélodrome avec mon vélo, des fois avec... Tes anciens amours, là. Oui, c'est ça. J'ai le goût de pousser le bob, j'ai le goût de faire des accélérations sur la piste d'athlétisme. Donc, je me conserve un peu plus d'entraînement pour pouvoir faire ça. Est-ce que tu avais de la difficulté à pousser le bob, à aller sur le vélodrome quand tu faisais du powerlift? T'étais fatigué, t'étais drainé, ton système nerveux? Je te dirais que mon niveau d'énergie, mon fitness général avait baissé. Là, tu pourrais dire, ouais, mais tu aurais pu conserver pendant ta phase de powerlifting un peu plus de conditioning. Mais tu sais, quand tu travailles le nombre d'heures que je travaille, puis tu fais tout ça, à un moment donné, il faut que tu coupes quelque part. Puis, tu sais, moi, j'avais 3 à 4 séances d'entraînement de powerlifting, puis j'avais pas vraiment le temps de placer d'autres séances que ça. Puis, d'en enlever une de ces séances-là, ça aurait eu un impact sur mes gains de force. Puis, à ce moment-là, c'était mes gains de force qui étaient importants. Ouais. Donc, j'en faisais pas beaucoup de conditioning. Puis, j'en faisais pas non plus, tu sais, au moins conserver des acquis comme aller faire un entraînement de course ou 2 par semaine ou encore rouler sur mon vélo, sur mon rouleau à l'occasion. Fait que je le faisais moins. Puis à un moment donné, tu perds un peu la coordination, tu perds un peu le rythme. Tu es moins bon pour tout absorber le stress mécanique que ces disciplines-là t'exposent quand tu n'es pas habitué d'en faire. Donc, j'allais courir à l'occasion puis je chantais un peu mes chevilles fragiles et tout ça. Donc, je me dis, non, faut que je sois capable à tous les jours au besoin d'être capable de faire une accélération, d'être capable de sauter, d'être capable de faire des drills, d'être capable de me débrouiller sur mon vélo, d'être capable d'être tanké à chaque fin d'entraînement. Exactement. Comme tu fais sur un mur. Fait que j'ai structuré mon entraînement comme ça, dans le fond. Donc, en été, c'est plus axé sur les sports de déplacement, avec un peu moins de muscu. Ma muscu est un peu plus généraliste. Tu sais, je vais incorporer un peu de strongman, un peu de power training, un peu de bodybuilding à travers ça. En l'automne, quand l'été se termine, je fais un 3 mois qui va jusqu'à Noël, dans le fond, qui me permet de faire du travail postural, d'équilibre musculaire, d'hypertrophie. À chaque année, j'ai 43 ans, bientôt 44, sujet à perdre de la masse musculaire au fil des ans, ça va de soi. Donc, pour m'aider à conserver ça un petit peu année après année, je fais un bloc. Puis en même temps, j'en profite de ce bloc-là pour travailler tous les petits endroits où j'ai tendance à allumer des petits bobos, des petites blessures à l'occasion. Quand j'arrive à Noël, là, je commence ma phase de force, à fond du 1er janvier, puis elle s'en va jusqu'à la fin mars. Fait que je fais 12 semaines de force. Puis ça a quand même un bon effet. Ton muscle memory doit être excellent. Oui, ça va bien. Par la suite, au printemps, comme présentement, je suis dans ma phase de puissance où là, je travaille avec le push beaucoup. Je fais du velocity-based training, je mesure mes mètres secondes, je travaille avec des charges variées, beaucoup de travail contraste. Fait que là, présentement, c'est facile comment que c'est monté. Mon truc, c'est que j'ai comme 3 phases de 4 semaines. Okay. Fait que dans ma première phase, je travaille de 0,75 à 1 mètre seconde. Fait que je choisis des charges qui matchent à peu près ce type de vitesse de contraction-là. Dans ma deuxième phase, de la 5e à la 8e semaine, je travaille un peu plus lent que ça et un peu plus léger que ça. Donc, je fais du travail contraste. C'est du 0,50 à 0,75, puis du 1 mètre seconde à 1,25. Puis dans ma dernière phase, là, je fais vraiment du très lourd, à force max. Ouais. Puis je fais
de la pliométrie ou des gestes d'haltérophilie très légers, de la vitesse max en combinaison. Puis là, ça conclut ma phase de puissance à la fin. Puis les gains que tu fais par rapport à ça, ça me permet de me retrouver un peu plus twitch. Je conserve tu plus fatigué pendant cette période-là? Non. Puis là, j'ai plus de séances aussi, parce que là, j'ai ça 3 fois par semaine, mais là, en plus, j'incorpore mon intro de course, de tout ce qui s'en vient pour l'été. Je commence à me préparer à tout ça. Donc, j'ai beaucoup plus de séances aussi dans la semaine, mais j'ai ces 3 séances-là qui sont importantes. J'ai une séance de conditioning aussi dans laquelle je fais du HIIT de différentes façons, puis j'expérimente beaucoup en HIIT. J'essaie de quantifier bien comme il faut les exercices, puis je le fais avec nos groupes d'entraînement aussi. Tout le monde a des petits papiers, puis on prend des notes sur le nombre d'un exercice qui peuvent rentrer en 30 secondes. J'essaie de me bâtir une grosse banque de données HIIT pour être capable de me faire une évaluation de ce volet-là de ma forme. T'sais. Puis quand on va arriver à la Saint-Jean-Baptiste au 24 juin, je commence mon entraînement estival, où là, vraiment, c'est le party parce que je mets à profit tout un peu ce que j'ai fait. Puis c'est ça, je m'attends à aller à la piste de bobsleigh à l'occasion, à la piste d'athlétisme, au vélodrome, puis d'être dans le gym 2-3 fois par semaine pour faire un genre d'entraînement bloc dans lequel j'ai les composantes des trois phases précédentes à l'intérieur de chacun de mes programmes, si on veut. Puis est-ce qu'annuellement, à travers tout ça, mettons, sur 12 mois, est-ce que tu te dis, OK, à chaque semaine, il faut au moins que je rentre... Tu sais, on s'entend que les principes par saison sont là, ouais. Mais par exemple, est-ce qu'à chaque semaine, tu te dis, il faut au moins que je squatte une fois, il faut au moins que je tire une fois, il faut au moins que je hinge une fois, il faut au moins que je fasse une variation de pull-up, ou est-ce que c'est vraiment mix à travers l'année, tu sais? Non, ça c'est vraiment mix à travers l'année. Je te dirais que les actions du corps, le push, pull, squat, lunge, twist, bend forward, bend backward, toutes les actions principales du corps sont répondues à l'intérieur de chacun des programmes. Au niveau des types de contractions, c'est là qu'il y a le plus de différence, la vitesse de contraction puis les types de contractions, les combinaisons. Puis l'autre chose aussi, je te dirais que je suis dans ma 2e année de ça maintenant, là, c'est que maintenant, c'est les entraînements intégrés. Donc, cet été, plutôt que de... Puis même, je vais commencer même ce printemps, plutôt que de séparer toujours mon entraînement de musculation et mon entraînement de course, mon entraînement de vélo, mon entraînement de course, ces entraînements-là vont devenir combinés. Okay. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis environ 1 an et demi avec les triathlètes. Depuis peut-être 6 mois avec mes triathlètes les plus élites que j'entraîne. C'est quelque chose que je vais faire aussi cet été avec des athlètes de skeleton, des athlètes de bobsleigh. Puis, fait que dans le fond, à la place d'avoir des séances en alternance de musculation et d'entraînement spécifique, on va avoir 5 séances combinées par semaine. Combiné d'un muscu, oui. Et là, toi, dans le fond, tu commences à avoir pas mal d'expérience, justement, avec des athlètes de haut niveau, un peu plus en triathlon. Là, fait que la muscu, là, est quand même importante pour eux, là, surtout que c'est un petit peu ça ta spécialité avec eux. C'est ça, là, j'ai, dans le fond, si on essaie de définir un peu avec quel groupe d'individus Tu utilises ce système-là? C'est ça, pour les sports d'endurance, c'est sûr que c'est un gros morceau parce qu'à un moment donné, surtout quand tu es un triathlète, tu as toutes tes séances de natation, tu as tes séances de vélo, tu as tes séances de course à faire. Quand tu commences à manquer de temps, c'est la musculation qui va se faire tasser en premier, c'est sûr et certain. C'est parce pas que, fait que en l'intégrant comme ça permet beaucoup plus facilement d'être capable de la conserver, même dans la saison de compétition. Okay? Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est que en l'intégrant, on ne fait pas de compromis. Fait qu'on prend, là, je vais être un petit peu mathématique, là, mais si tu prends le temps d'analyser tout ça, tu vas voir que c'est pas si compliqué. Dans le fond, je prends 2 séances d'entraînement qui normalement étaient faites distinctes, mettons AM/PM. Okay. Je prends ma séance de musculation, puis j'en enlève 40%. Donc, il me reste 60% de mon volume de cette séance-là. Puis est-ce que tu enlèves le volume en termes de... Tu sais, mettons, je te dis ça de même, en ordre de priorité, ou est-ce que tu enlèves vraiment des blocs de mouvement, ou c'est vraiment en termes de série puis en termes de répétition? Un peu des deux. C'est du cas par cas à ce niveau-là. OK. Ensuite de ça, je prends ma séance de système énergétique, des filières énergétiques, puis j'en enlève 10%. Fait que là, j'ai 60% d'un côté, 90%, ça me fait 150%. Fait que mon entraînement représente 150% de mon
de mon volume. Avant, j'avais 2 entraînements à 100%, là, j'en ai qu'un seul. Là, tu te dis, mais là, tu coupes beaucoup dans ton volume d'entraînement total. Oui, je coupe dans mon volume d'entraînement total, puis je coupe aussi un échauffement. Fait qu'en bout de ligne, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me permet d'avoir une plus grande densité de travail de qualité. Parce que le travail d'échauffement est obligatoire et nécessaire. Mais dans les deux cas. Exactement. Fait que dans le fond, dans le deuxième, dans la session PM, tu n'as même pas besoin de le refaire parce que... Exactement. Fait que là, je me retrouve dans ma semaine à avoir un moins haut volume. Je me retrouve à avoir une plus grande densité de volume de qualité. Puis j'ai un athlète qui enlève son souci de préparation de tout le protocole qui vient avec l'entraînement, se déplacer à l'entraînement, s'échauffer pour l'entraînement, prendre sa douche après l'entraînement, manger ce que ça prend avant, manger ce que ça prend après. Fait que là, mais là, le volume des athlètes va diminuer puis ils vont se retrouver à s'entraîner moins. Faut pas oublier là, que c'est pas le volume d'entraînement qui compte puis le temps d'entraînement, c'est les résultats qui comptent. Okay? Tu préfères-tu travailler 20 heures pour faire 100 000 ou tu préfères travailler 60 heures pour faire 100 000? Exactement. Fait que, moi, c'est une approche qui est basée autour des résultats. Puis l'important, c'est qu'en bout de ligne, on ait le output puis la progression. Puis on s'entend qu'un warm-up de course est excellent pour faire une session de squat. Oui, mais c'est ça. Là, regarde bien comment je structure la séance maintenant. En début de séance, je fais l'entraînement qui est spécifique à la discipline spécifique. Donc, mettons que c'est un entraînement qui est muscu-course. OK? Bien là, il va y avoir l'entraînement de course conventionnel qui va être... l'échauffement de course conventionnel qui va être là. Qui va être suivi de ce que j'appelle le primer exercise, ou l'exercice qui est souvent le premier geste de la séance de musculation. Un mouvement qui est souvent du travail dynamique, du travail explosif, une variation de saut ou d'haltérophilie avec des charges relativement légères ou quelque chose comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va enchaîner avec 75% du volume de l'entraînement de course. Fait que notre 90% qu'on a pris, on prend 75% de ça, puis on le met là dans le programme. Okay. Après ça, on va faire notre musculation. Fait que peut-être notre primer exercise occupait 10% de notre 60%. Fait que là, on va faire le reste de notre musculation. Puis qu'est-ce qui nous reste? Le 25% de l'entraînement de course qu'on n'a pas fini, qu'on fait à la fin. Tu vas me dire, ouais, mais ça doit être difficile à faire à la fin. C'est surprenant parce que oui, tu as fait ton début d'entraînement, tu as fait ta muscu, mais en faisant ta muscu, tu t'es axé différemment. Fait que tu as récupéré un peu de cette spécificité-là que tu as faite, puis tu es capable de revenir à la charge avec une très bonne séance. C'est un bon contraste aussi. Oui, puis en plus de ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça te permet de, comme après ta muscu, tu crées un peu une forme, tu deviens un peu décoordonné par comment tes muscles sont engorgés et tout ça. Et là, dans le fond, tu te forces à performer dans cette décoordination-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te force à devenir encore plus coordonné et plus efficace dans ta dernière séance. C'est comme un peu si tu t'orientais, là. Si, mettons, tu prends les méthodes de Cometti d'entraînement, là, les séquences d'entraînement orientées dans lesquelles tu faisais de l'isométrie, mettons de la pliométrie, puis le sport spécifique en troisième élément, le circuit. Bon, mais c'est un peu ça qu'on fait. Dans le fond, on oriente la session en fin de programme en faisant le dernier bloc de spécifique, puis on conclut notre entraînement sur ça. Fait qu'au bout de l'année, là, les triathlètes, ils rentrent bien plus de volume de muscu, puis moins de blessures, puis toute l'équipe. Oui, ils sont capables de conserver, puis puis ça paraît vraiment sur les 3 disciplines. Sur la course, c'est très impressionnant, mais ça paraît sur les 3 disciplines. Oui, ça doit plus paraître sur la course puis le bike, je pense. Ou la natation, c'est tricky. Ça dépend, parce que ceux qui avaient des difficultés en natation, on a adressé le programme de musculation en conséquence. Donc, ils ont eu du progrès, eux autres aussi, parce que la musculation était adressée en fonction de ça. Oui. Mais je te dirais que naturellement, si tu prends un programme général, l'impact le plus grand va se faire sentir sur la course à pied. À cause surtout de l'économie qui est causée par un meilleur réflexe musculo-tendineux au moment de mettre le pied au sol. Puis ce type d'entraînement-là, il va aller chercher beaucoup plus la population générale aussi, là, quelqu'un qui travaille à temps plein. Oui, c'est ça. Fait que là, tous les week-end warriors, le monde qui n'a pas beaucoup de temps pour rentrer des entraînements dans la semaine, mais tout le monde, c'est même pas un compromis parce que Mike Young, c'est vraiment lui qui m'a mis sur cette piste-là, puis il avait commencé à travailler comme ça beaucoup avec les joueurs de soccer. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, parce qu'ils n'ont jamais d'off-season quasiment. Ouais, puis tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que mettons que tu as de l'entraînement, tu travailles des qualités de la vitesse en musculation, puis c'est cédulé une fois par semaine. Puis là, ça donne que dans ton équipe, tu as 3 blessés, tu en as qui ont un rendez-vous de la physiothérapie ou d'autres choses, fait qu'il te manque plein d'éléments. Fait que les autres, dans le fond, ça va te prendre
leur séance va se retrouver être aux 2 semaines. Il va y avoir eu un gap de 14 semaines entre 2 stimulations. Fait que puis ça arrivait très, très, très souvent. Fait que l'approche, c'est de recréer en plus petite dose ces stimuli-là beaucoup plus souvent. Ouais. Okay? Comme ça, tu n'as plus de grands bonds comme ça où tu es pas capable d'entretenir tes qualités. Fait que, puis là, bien évidemment, il faut qu'il y ait une logistique efficace autour de ça, parce que si tu n'as pas une salle de musculation qui est adjacente à un endroit où tu peux courir, si tu n'as pas une salle de musculation qui est adjacente à ton rouleau sur lequel tu peux rouler en vélo ou un tapis roulant ou un watt bike, ça te prend un peu d'installation. Mais moi, quand je pense au futur, je pense beaucoup à ça, parce que de plus en plus, moi, dans toutes mes disciplines, on fait de l'entraînement intégré là, dans les sports de force-vitesse. C'est un peu pour ça que les gyms d'entraînement fonctionnel, à un moment donné, ont existé, pour justement sauver ce Ouais. temps-là pour ce type d'athlète-là aussi. Là. Même joueur de football, là, présentement, j'ai un athlète qui vient de signer pour les Alouettes, Christophe, puis tous ses entraînements, c'est des entraînements intégrés présentement. Donc, il est en salle d'entraînement, puis il fait du travail De track. de déplacement, du travail de déplacement combiné avec son travail en musculation dans ses séances. Mais dans le domaine comme le football, le hockey, le baseball, peut-être moins le baseball, peut-être plus le football puis le hockey, c'est des sports, on dirait que la musculation puis l'entraînement est comme tellement plus valorisé, si on veut. Donc, peut-être que ça fait plus longtemps qu'ils le font aussi, là, mais je veux dire, c'est le travail dans le gym qui va faire en sorte que tu deviens aussi un meilleur athlète sur le terrain, tu sais. Tandis que sur un triathlète ou un athlète de vélo de montagne, là, il y a toujours moyen qu'ils peuvent devenir un peu meilleurs en roulant plus, en courant plus ou en nageant plus. Si c'est ça. C'est que dans le fond, notre défi, mettons qu'on porte le chapeau de préparateur physique, notre défi, c'est ça, c'est d'améliorer les performances puis d'essayer d'éviter les blessures. Peut-être même aussi d'allonger la carrière. On pourrait en mettre 3 niveaux, tu sais. Pour être en santé. Puis, Exactement. Parce qu'on s'entend que le sport de haut niveau, des fois, c'est pas toujours santé, mais il y a moyen de le faire. Puis, quand on fait ça, c'est sûr que ça peut être tentant pour nous autres de tirer la couverture de notre bord puis de vouloir blinder l'athlète de tous les côtés. On est des passionnés, on aime ça. Mais il ne faut pas obliger qu'on a un rôle sur le développement des qualités de la force-vitesse, on a un rôle sur les qualités de la transmission de ces qualités-là, mais en bout de ligne, faut garder en tête que le sport, la spécificité du sport doit rester prioritaire. Fait que faut tout ça se garder un peu d'humilité par rapport à l'impact de notre travail aussi. Fait que, tu sais, c'est un balancier, là. Tu sais, fait que des fois, quand tu commences à par exemple, dans le sport d'endurance, quand tu commences à introduire la musculation, des fois, tu es très frileux parce que tu as peur de gêner les résultats. Finalement, tu réalises que tu peux mettre un petit peu plus, puis tu t'en mets un petit peu plus, finalement, tu réalises que tu vas un petit peu trop loin, puis l'athlète, quand il s'entraîne, il a la misère à tenir ses watts sur le vélo, puis ça a un impact éventuellement sur ses performances sur le bike. Tu réalises que tu es allé trop loin, puis il n'y a pas de possibilité de récupérer de ces gros trainings de jambes-là s'il y a des intervalles sur le trainer à faire le soir même, par exemple. Fait que ça prend un équilibre là-dedans. Là, après ça, c'est du cas par cas, parce qu'il y a des athlètes, prenons-le comme un diagramme en forme de U. Tu as des athlètes que, pour performer dans leur sport, il faut qu'ils soient dans le bas du U quelque part. S'ils ne sont pas assez forts, ils vont être dans la partie gauche du U, dans mon exemple. Puis s'ils ont beaucoup, beaucoup de force, mettons qu'ils sont issus d'un sport de force-vitesse, ils vont être du côté droit. Fait que si jamais ils sont là, mettons qu'on les teste au niveau de la force en salle d'entraînement, puis on réalise qu'ils sont beaucoup plus forts que ce que leur sport demande, bien, développer des qualités de la force-vitesse, ça n'a peut-être pas un si gros impact. Alors, peut-être que la musculation pour les sports d'endurance, dans ce cas-là, devrait davantage prendre le rôle de prévention de blessures et de devenir une meilleure transmission de la puissance. Puis peut-être de soustraire un peu des séances de muscu pour laisser plus de temps à faire du travail spécifique. Alors, il faut avoir cette humilité-là d'être capable de se retirer quand c'est le temps. Par contre, il y en a d'autres athlètes qu'on le voit vraiment, on fait des tests sur de l'évaluation, on teste la vitesse, fait des tests de puissance spécifiques, on fait des tests de force, puis là, on réalise que la plupart des gens qui sont plus performants qu'eux sont beaucoup plus forts. Bien, pour eux autres, ça devient très, très important de développer ces qualités-là. Fait que c'est du cas par cas selon la discipline, c'est du cas par cas selon l'individu, selon son background. Puis là, après ça, il rentre l'autre couche, c'est l'entraînabilité. Est-ce que c'est le genre de personne que tu vas passer plein d'heures à développer cette qualité-là puis que ça ne répondra pas beaucoup? Ou encore, même si c'est une qualité qui est déjà dominante, c'est tellement pas un gros stress de le faire, ça va donner tellement un grand avantage que pourquoi s'en passer? Parce qu'il y a du monde, par exemple, qui
vont être à droite du U, ça veut dire que déjà sont beaucoup plus forts que les autres pour un athlète d'endurance, mais qu'à une session par semaine, ils vont continuer à maintenir, peut-être même à gagner, alors qu'une session par semaine, c'est très peu coûteux en termes de fatigue pour tous les entraînements des autres filières énergétiques. Alors pourquoi pas? Puis ça va être sa façon à lui d'être bon, d'être très performant. Puis peut-être que sur son vélo, qu'est-ce qu'on va réaliser? Qu'il va pousser 3 dedans de plus sur son plateau avant, puis il va avoir une autre façon d'exprimer sa forme. Puis un athlète, mettons, en vélodrome, qui est comme un sport cycliste, mais qui est beaucoup plus un sport de puissance, est-ce qu'il y aurait un peu le même type d'intégration à mettons, la spécificité de son sport et, mettons, la musculation? Est-ce que toi, mettons, je sais que tu entraînes du monde sur piste, est-ce que c'est quelque chose qui est mixé comme ça? Ou... Ben, mettons qu'on partons de la base. Mais tu es-tu plus type football athlète ou more cycliste triathlète qu'il faut... Mais je vais te l'expliquer autrement, Guillaume, si tu veux. Prenons un sprinteur sur le vélodrome. Ouais. Fait que lui, mettons que son premier rôle, plusieurs épreuves de sprint sur le vélodrome, mais prenons le 200 mètres. Ouais. Son premier rôle, c'est d'être très, très, très rapide sur 200 mètres, faire le meilleur temps possible. OK? Ouais. Fait que s'il y a un effort à faire par semaine, si son entraînement se résume à un effort, bien, ce qu'il devrait faire, c'est un 200 mètres. Okay? Right. Parce que techniquement, tactiquement, il n'y a rien qu'il peut faire qui va l'aider plus. Non, c'est okay? ça, c'est sûr. Après ça, s'il y a plusieurs efforts, bien, il pourrait faire plusieurs fois ça. S'il y a plusieurs séances, là, c'est différent. Parce que peut-être qu'on pourrait commencer à décortiquer l'effort. Ouais. On pourrait faire un entraînement qui cible toute la partie approche, accélération, montée de la vitesse, un entraînement qui travaille la pointe de vitesse, puis le ground speed ou le maintien de la vitesse, puis un entraînement qui travaille les qualités d'endurance-vitesse pour éviter de commencer à perdre du régime vers la fin ou avoir une courbe descendante en fin de course. Fait que là, à cause qu'on a une multiplication des séances, on peut commencer à jouer de la variété. Mais là, maintenant, tu nous offres une 4e, une 5e, une 6e séance par semaine. Bien là, est-ce qu'on va continuer encore à juste jouer avec ces paramètres-là? Ben non. On pourrait se servir de la musculation pour être capable de reproduire qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'accélération, mais peut-être avec une résistance plus grande sur le vélo parce qu'il y aurait eu un gain de force en salle de muscu. Right. C'est là que tout commence à être intéressant. Puis, c'est un processus d'optimisation. Fait que là, il faut savoir, selon le profil force-vitesse de l'athlète, et aussi selon ses qualités à transférer la puissance, qu'est-ce qui va être le plus payant pour lui. Puis là, ben dépendant d'où il part aussi dans son expérience en entraînement. Tu peux pas arriver et dire toi, tu es l'athlète, tu dois adhérer au plan. Okay? Il faut vraiment que tu adaptes le plan à l'athlète. Ça, c'est super important. L'autre chose aussi, c'est que quand tu travailles avec des individus il y a autant de possibilités en termes de profil force-vitesse, puis aussi en termes de capacité à transférer les qualités de force-vitesse au pédale, il faut que tu vois ça vraiment comme faut pas que tu vois ça comme un système. Comme voici mon système d'entraînement, puis je vais l'appliquer à l'ensemble de mes athlètes. Il faut plus que tu vois ça comme une map. Puis dire, ben nous, on est ici, ça c'est jour 1, premier 200 mètres sur la piste, puis ça c'est la fin de ta carrière, ton 200 mètres aux Olympiques de 2024. Puis là, entre les deux, on a une map, puis il y a plein de routes qu'on peut prendre. Mais toi, à cause de ta personnalité, j'ai envie de te faire prendre la route montagneuse. Puis lui, ça va être la côte, puis l'autre, ça va être le highway. OK? Pourquoi? Parce que pour un paquet de trucs. Fait que quand tu arrives avec un système, c'est très vendeur, les systèmes, par contre. C'est très facile à brander un système. C'est comme, mettons, Westside Barbell, mettons. C'est très catchy, un système. Puis pour vrai, généralement, ça marche. Mais c'est pas nécessairement optimal. Ouais. Puis c'est là que la job de coach commence à être le fun. Ouais. C'est là que la job de coach devrait être le fun, c'est de dire, OK, il va falloir vraiment que je prendre prenne... un peu de ces systèmes-là, puis... Ben oui. On a un modèle, là, c'est jamais parfait. Mais c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est pas important. Okay? Prenons la charte de prix Lopin, par exemple. Tu sais, si tu veux commencer à prescrire des pourcentages à des gens, là, tu te dis, mais il est supposé être capable de faire 5 reps à 85%. Finalement, ça marche. C'est un modèle, c'est pas grave. Ça t'aide pour 90% de tes clients, même si ça marche pas pour 10. Adapte-toi, tu sais. Puis les intervalles de Guy Thibault, c'est un outil exceptionnel. Il y en a peut-être des intervalles, celle-là, je trouve elle est moins dure qu'elle, je trouve que c'est pas équivalent, ou celle-là est supposée être plus taxante, puis elle l'est pas. Ben, non, mais c'est
c'est un modèle. Tu comprends? Pars avec ça. Ouais. Ça l'aide énormément. Ça te donne un paquet de structures d'entraînement par intervalle super le fun que tu peux faire. Puis là, maintenant, fine-tune un petit peu pour l'adapter à ta clientèle. Moi, je trouvais que pour la course, surtout, là, c'était intéressant de varier, mettons, d'une semaine à une autre. Peut-être même le même type d'entraînement, mais d'une semaine, c'était plus par des vitesses puis des distances. Ouais. Puis d'autres semaines, par juste des temps puis des intensités. Mais dans le fond, ça revenait au même. C'est juste que la personne elle se compare moins avec elle-même, avec sa semaine précédente, puis veut pas, elle fait que ça progresse. Absolument. Et puis tu regardes les résultats. Ça dépend du type d'athlète. Ouais, c'est ça. Il y a des fois quand je donne des formations, puis justement, les gens qui écoutent, ils soulèvent les points d'athlètes en particulier qui ont une certaine personnalité, qui répondent pas bien à ça et tout ça. Puis on peut prendre ça comme ça puis dire qu'il y a des athlètes, des sportifs, qu'on pourrait dire que c'est des park bench athletes. Puis il y en a d'autres que c'est des bus bench athletes. C'est quoi ça? Ben, les athlètes. Qu'est-ce que tu fais sur un banc d'autobus? Quand tu es assis sur le banc d'autobus, qu'est-ce que tu fais? Moi? Ouais. J'écoute de la musique, j'écoute des podcasts. Tu fais quoi sur le banc d'autobus? Je fais rien. T'attends-tu quelque chose? Non. T'attends pas l'autobus? Ah, c'est le banc de l'autobus. Ouais. Ok, je pensais dans l'autobus. Ouais. Ah, non, t'attends l'autobus. Tu fais rien. Sur le banc, au terminal d'autobus, sur le banc d'autobus, t'attends l'autobus. Ouais. OK? Ça veut dire que tu es assis là, puis tu as une attente. Ouais, Okay? ouais. Donc, tu as une attente. Ton attente comme athlète qui est assis sur le banc d'autobus, c'est d'avoir des résultats, d'avoir des data. T'es data-driven. Tu vas vouloir voir quelque chose qui va te nourrir à la fin de l'entraînement, qui va être basé sur voir l'autobus arriver, voir des résultats arriver, voir des chiffres, faire un PR. Puis tu as des athlètes qui sont sur le banc de parc. Qu'est-ce que tu fais sur le banc de parc? Tu es sur le banc de parc. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Ben, c'est drôle à dire, mais je sais pas. Mettons que tu l'es aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais sur le banc de parc, là? Je resterai pas longtemps, je suis pas capable de rester sur place trop longtemps. Bon, c'est probablement que tu es un gars de banc d'autobus, alors. Faut que je me lève, Okay. puis je Ben, peux pas rester là plus que 5 généralement, minutes. Quand là. on regarde quelqu'un sur un banc de parc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils écoutent les oiseaux chanter, ils apprécient le moment présent, sont en gratitude, ils relaxent, ils écoutent la musique comme tu disais tantôt. Ouais. Ils n'ont pas vraiment d'attente. Il n'y a rien qui va se passer là, mais Ouais. il y a du plaisir quand même. Ouais. Ça, c'est des gens qui rentrent dans le gym, que leur satisfaction vient de qu'est-ce qu'on fait, pas qu'est-ce que ça donne. Fait que le banc d'autobus, c'est plus qu'est-ce qu'on fait, puis... Le banc d'autobus, c'est plus ce que ça donne. Ah, C'est quoi le... Qu'est-ce que ça donne Où faire j'en ça? suis. Où j'en suis par rapport à l'année passée, par rapport au dernier mois, par rapport à mon PR, par rapport au meilleur dans ma discipline. C'est l'athlète de banc d'autobus. OK? Faut que ce langage-là, il faut que tu y parles. Ouais. L'athlète de banc de parc, c'est « Hey, aujourd'hui, on met des chaînes, puis des bungees, puis on met ci. » Pourquoi? Parce que dans le moment présent, lui, c'est ça qui l'allume. Mais tu seras pas capable de dire c'est quoi son max. Peut-être tellement de trucs attachés après sa barre. Je fais de la boxe aujourd'hui, moi. Mais c'est ça aussi. Fait que, à un moment donné, t'as beau être aussi analytique et méthodologique par rapport à ton modèle d'entraînement, à un moment donné, tu réalises que il y a quelqu'un ailleurs qui n'a pas tes concepts, qui n'a pas ta méthodologie, qui fait bien avec son monde. Pourquoi il fait bien avec son monde? Ben, il a catché, lui, que cet athlète-là, il fonctionnait plus avec ce genre de stimulation-là. Puis qu'est-ce qu'il aime, c'est quand ça change beaucoup. Ouais, mais quand ça change beaucoup, ça répond pas à plein de méthodes d'entraînement, à plein de principes d'entraînement. Ouais, c'est vrai, ça répond pas à des principes d'entraînement, mais ça répond à un principe d'important qui est avoir des entraînements qui sont fun-driven, qui sont stimulés par le plaisir. Puis pour plein de monde, c'est super important. Quand j'étais arrivé sur la première plage, quand j'étais en Thaïlande le mois passé, j'arrive sur la plage, puis je suis seul, là, fait que tu sais, je m'étends, je me dis, bon, c'est ça que le monde, ils font, ils s'étendent. Je regarde autour de moi, puis tout le monde est là, puis tout le monde s'étend. Je m'étends. 1 minute plus tard. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je m'en vais dans l'eau, me baigner. Dans l'eau 2 minutes. Je check le monde. Bon, retourner sur le banc, tu sais, on va sur le banc. Bon, je vais sortir un livre, tu sais, je sors le livre, je finis de le lire, bon. Bon, ben, je m'en vais, moi, tu sais, je suis pas capable. Ouais. Là, tout le monde qui était encore là quand je suis arrivé, là. Ben, toi, t'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de stimulation. Ah, je comprenais pas. C'est fun, là, c'est beau, mais je l'ai vu. On peut passer à autre chose. Fait que toi, German Volume Program 10x10, tu t'offrais pas ça longtemps, là. Non. Mais le pire, c'est que je l'avais fait, on changeait de mouvement chaque semaine, mais tu sais. Non, c'est ça. Ça prend. Après 3 semaines du même mouvement, là. C'est lourd, là. Faut changer, là. Ben, c'est correct. Puis il y a d'autres personnes qui sont capables de tolérer l'entraînement différemment. Puis pour vrai, faut se garder
se garder une ouverture par rapport à tout ça. Surtout quand on ne connaît pas le contexte de qu'est-ce que les gens y font, puis qu'est-ce qui les motive et tout ça. Là. Je pense que c'est sage d'analyser qu'est-ce qui se fait avec du recul puis avec assez de lucidité pour être capable de comprendre le 2e degré, puis le 3e degré, puis le 4e degré de qu'est-ce qui est en train de se passer présentement dans la salle d'entraînement pour cette personne-là, pour être capable d'en faire une bonne analyse. Puis j'ai comme l'impression que, on se dirige dans un monde qui a beaucoup de online training aussi, qui a beaucoup de choses de sens. Je le fais, mais si je faisais pas aussi un peu d'entraînement privé, je verrais pas aussi beaucoup de failles qui se faufilent au fil du temps par les yeux, des choses que tu vois, que finalement tu réalises à la longue, puis là, en ligne, des fois, il y a cet aspect-là qui est perdu. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations accessibles en ligne. On le sait, il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup de... Gratuit. Oui, il y a beaucoup de gratuits. Puis on a tendance, surtout, je pense que le premier réflexe, surtout si ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, puis qu'on a vu un peu les modes de l'entraînement passé, puis l'évolution passée, de voir les gens qui sont des nouveaux venus dans le domaine, qui essaient d'innover un peu, d'inspirer. On a un réflexe défensif un peu parfois par rapport à ça. Ou par peut-être de jalousie, de frustration, de voir qu'il y a du monde qui se démarque du milieu par comment ils sont bons pour se packager, se brander, à bien modéliser leur système et tout ça. Mais faut pas être trop dinosaure, nous, dans notre pratique. Il faut faire attention parce que des mauvais entraîneurs ou des mauvais préparateurs physiques, pour vrai, je pense pas qu'il y en a tant que ça. Puis peut-être tu vas me trouver optimiste, mais pour moi, quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui délibérément fait des choses qui sont néfastes pour l'athlète. Puis ça, je pense que c'est très rare. Ouais, moi, je pense que la plupart des gens sont vraiment bien intentionnés quand ils travaillent. Je pense qu'ils sont bien intentionnés, puis je pense qu'ils veulent le meilleur. Je pense que dans tout ce qu'on voit, on a un entraîneur qui veut le plus qu'il peut, avec les connaissances qu'il a, puis un athlète qui veut, puis 2 personnes, puis c'est surprenant les résultats que ça peut créer. Si tu reviens 10 ans en arrière dans ta pratique, c'est sûr que tu te trouves meilleur aujourd'hui que vous le 10 ans. Hey, j'ai trouvé des vieux plans à un moment donné, là, sur papier, là, quand je faisais mes impôts. J'étais comme... Mais ça aurait encore de l'allure aujourd'hui, quand même. Oui, mais je suis sûr que tu ne te considérais pas comme un mauvais entraîneur à ce moment-là. Oui, je me dis qu'il y a des affaires que j'aurais pas faites, mais oui, c'est vrai. J'étais bien intentionné. C'était bien intentionné, puis c'était assez pour aider plein de monde. Ouais. C'était assez pour aider plein de monde. Puis là, aujourd'hui, tu as plus de connaissances, tu as une plus grande expertise, tu as fait des erreurs, puis tu peux encore aider plein de monde, mais tu peux en plus répondre à des plus grands défis. Ouais. Fait que, à l'exception des gens qui sont mal intentionnés, qui font faire des choses qui sont dangereuses délibérément, puis qui suggèrent à leurs athlètes de prendre des choses qui sont dangereuses délibérément, puis prendre des chemins qui sont inadéquats, la plupart du monde font la bonne chose avec les moyens qu'ils ont. Si on veut plus, qu'on arrête de se positionner dans le rôle de la personne qui pointe du doigt, puis qu'on les instruise, puis qu'on les enseigne, puis qu'on les aide. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis qu'on fasse de la formation pour les encadrer. Ouais. Parce que de dire que quelqu'un a suggéré à son athlète de faire des étirements avant, puis c'est donc mauvais de faire des étirements avant, ça fait évoluer le monde de l'entraînement comment ça? À part juste de réduire quelqu'un puis d'humilier quelqu'un, soit sur la place publique ou dans la salle d'entraînement ou sur les médias sociaux. Je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer de ça n'a aucun value pour la personne qui consomme ton produit sur les réseaux sociaux, si on veut, ton contenu. Non, c'est ça. Absolument pas. Fait que, qu'est-ce qu'on a à offrir? T'sais, si tu en as de l'expérience, qu'est-ce que tu as à offrir pour aider les gens qui auraient intérêt à approfondir leurs connaissances? Ouais. C'est plus là qu'on devrait se positionner. T'sais. Absolument. Puis en même temps, tu apprends de ça. Là. Ben ouais. Tu apprends de ça à donner justement cette information-là. Ouais. Probablement que tu aurais aimé ça de la faire donner toi si tu avais été dans ses souliers. Se mettre dans les pieds de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis, parce que je trouve sinon ça amène beaucoup de négativité inutile à notre milieu. T'sais. Mais toi, quand tu as commencé, par rapport
par rapport à aujourd'hui? Ben, de un, je pense qu'il y a comme plusieurs générations dans le domaine de l'entraînement. Ouais. Puis là, on est dans une génération que j'ai l'impression que si, mettons, j'aurais eu à commencer la semaine passée, je sais pas comment je ferais. Parce que c'est très difficile de percer le milieu, non seulement à cause qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui font le métier, mais il y a aussi tout ce qui est en ligne, puis qui est gratuit, puis ceux qui se packagent bien. La compétition est féroce. Ouais. Mais dans le temps, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était des blogs en ligne. Qu'est-ce que tu faisais toi, pour trouver ton monde, quote-unquote, ou... Ben écoute, c'était vraiment partager ton contenu, tu sais. C'était le monde du bouche-oreille. Hein? Ouais. C'était le monde des bouche-oreilles, puis c'était les résultats. C'était les résultats qui payaient. Fait que c'était très, très, très important d'accompagner des athlètes en compétition pour que les autres athlètes voient par qui il était encadré. La présence était vraiment importante. Oui, c'était vraiment importante. L'autre chose aussi, c'est on essaie de se démarquer un peu par notre offre. Fait que c'est niaiseux à dire, peut-être que ça t'en reviendra pas, mais quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon bureau à Montréal. J'avais 19 ans. À ce moment-là, j'offrais un service de plan d'entraînement. Donc, une évaluation, un plan d'entraînement et également je faisais de la transformation physique dans ce temps-là. Tu sais, je travaillais avec les culturistes, les fitness beaucoup. Ouais. Puis, c'est une époque très populaire pour ça. Et là, aussi. je faisais vraiment un plan, j'appelais ça un plan de nutrition. À ce moment-là, un plan de nutrition très élaboré. Puis c'était difficile à ce moment-là de trouver un entraîneur qui avait un service tout compris à t'offrir. Aujourd'hui, c'est très commun, tu vas me dire, mais à ce moment-là, généralement... À ce moment-là, c'était quoi? C'était juste un programme d'entraînement? Oui, c'était juste des programmes d'entraînement, puis il y avait quelques personnes qui faisaient de la nutrition, mais c'était en milieu institutionnel, c'est à travers... c'était un peu via le monde médical, puis c'était surtout associé aux troubles, aux problèmes de surplus de poids, puis ces choses-là, pour aux problèmes médicaux, puis c'était pas tant lié aux performances, puis en transformation physique, qu'est-ce qui était fait surtout, c'est consulter les magazines, comme tous les magazines du moment, puis les livres du moment, puis essayer d'adhérer un peu à ça. Ouais. Alors, moi, c'était intéressant d'avoir les gens avaient une prise en charge, puis un suivi, tout ça. Fait que ça fonctionnait super bien, puis il y avait des résultats, puis, tu sais, à un moment donné, anecdote en passant, c'est probablement qu'on était peut-être en 99 ou en 2000. J'avais dit ça. J'arrive, j'avais 21 athlètes, 21 culturistes. On arrive au championnat provincial à Drummondville. Je pense qu'il y avait 45 ou 46 athlètes en tout. Fait qu'on avait la moitié de la compétition. On avait pris tous les podiums et tout ça. Fait que c'est sûr, quand tu arrives dans une compétition où la moitié des gens qui participent au provincial t'es entraînent, puis qui performent bien, ben après ça, les semaines qui suivent, le téléphone sonne, j'ai participé. Puis c'était un peu... C'était le succès des athlètes qui permettait de faire sonner le téléphone pour grossir ma clientèle. Puis là, après ça, ben c'était l'approche que j'avais avec eux qui me permettait de les conserver ou non. C'est pas toujours des matchs parfaits, il ne faut pas s'en faire à croire. Là. Mais pour en avoir des matchs parfaits, il faut avoir un système avec une bonne communication. Puis ça allait bien. Fait que c'est ça qui m'avait permis à ce moment-là de bâtir ma clientèle. Quand je suis arrivé à Montréal, ça m'a pris 3 semaines, mon agenda était plein. Puis depuis, il n'a jamais dérougi. C'est sûr, j'ai changé ma pratique. En 2006-2008, j'ai arrêté... Puis je suis sûr que c'est encore le bouche à oreille. Parce qu'honnêtement, même les gens que j'entraîne, il y a bien du monde qui disent « Ah, tu sais, c'est d'autres entraîneurs me demandent ils t'ont trouvé comment? » Je suis comme « Ben, c'est quoi, ils m'ont envoyé un courriel, puis c'était quelqu'un d'autre qui avait donné mon courriel, puis c'est même pas par les milliers de promotions que je fais, mais tant mieux si c'est par là. » Je pense que les médias sociaux servent beaucoup à valider le bouche à oreille. Oui, très bien, très bon point. À valider le bouche-à-oreille, mais le bouche-à-oreille reste encore le point le plus fort au niveau du nouveau client potentiel qui risque de t'appeler et communiquer avec toi. La preuve, c'est que j'ai une connexion avec, j'ai des triangles de personnes que j'entraîne qui se connaissent. Tout à fait. Ou même des fois plus, puis c'est un peu ça. Puis c'est drôle que tantôt tu aies dit que ce qu'on partage des fois en ligne, c'est de comme pointer du doigt des gens qui le font pas, parce que il y a eu un temps où à chaque fois j'avais des frustrations par rapport à ça. C'était là-dessus que je publiais mon contenu. Puis ce que je me rendais compte, c'est que dans le fond, ça aidait personne. Ça aidait personne. Dans le fond, le monde que j'essayais de rechercher, c'était les gens que j'entraîne, c'est les gens que je voulais entraîner. Puis ça donne absolument rien. Mais plutôt que de prendre ce temps-là, puis
de donner quelque chose qui va leur être utile, tu sais. Ouais. Comme un box squat, par exemple. Juste de montrer une technique de box squat adéquate. Ouais. Au lieu de dire que le box squat, tout le monde squatte mal. Ben, c'est un peu comme en entreprise, tu sais. Ouais. Moi, j'ai une entreprise ici. Puis, quand j'ai élaboré mon plan d'affaires, évidemment, point 6.3, quelle est ta compétition dans le domaine, tu sais. Fait que là, faut que tu commences à nommer avec qui tu partages le portefeuille entraînement de la population, tu sais. Ben, tous les différents services d'entraînement, de gym, de CrossFit, de sécurité, t'écris tout ça, tu sais. Puis... faut que tu te distingues de ça. Il faut que tu te distingues de ça. Puis moi, qu'est-ce que j'ai vraiment choisi comme approche? Puis je me suis dit, on va toujours essayer, à la place d'essayer de se remonter en écrasant nos compétiteurs, on va essayer de collaborer avec les autres, puis on va former leur staff. Ouais. On va collaborer avec eux, on va leur partager... tu sais, j'ai un employé partagé avec un autre gym qui pourrait être considéré comme mon porteur. On partage cet employé-là ensemble. On fait de la formation pour les entraîneurs des gyms qui... Fait que, en bout de ligne, t'es toujours gagnant de ça. Tu sais, de référer. Tu sais, mettons que tu as un client que tu pourrais avoir, il est un peu loin, puis tu as l'impression que ta logistique ne se fera pas à long terme, puis il ne fera pas. Ben, tu pourrais dire, pourquoi tu ne vas pas voir un tel, tu sais? Tu vas référer une personne, il va t'en revenir 3, 4, 5 par la suite éventuellement, tu sais. Fait que... Moi, je crois beaucoup à ça, là, essayer de mousser notre industrie, ça va finir par nous aider individuellement aussi. Là. Absolument. Puis, partager aussi le contenu. Des fois, on essaie... Des fois, il y a tout le monde des fois qui me disent qu'ils ont de la difficulté à avoir des idées pour écrire des articles ou faire des publications, tout ça. Puis moi, j'ai trop d'idées. Puis c'est souvent que... Dans le fond, des idées, il n'y en a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles idées. Ils ont toutes été écrits 1 million de fois. C'est juste de mieux le vulgariser. Puis... Ta façon à toi d'interpréter. Exactement, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles idées. On s'entend que dans les 100 dernières années, les idées sont sorties. Là. Puis... Non, il y a encore de la création de connaissances dans le monde de l'entraînement. Il n'y en a pas autant qu'il y a de posts tous les jours, mais il y en a encore. C'est plus rare, mais quand il y en a, c'est toujours très intéressant. Puis une personne amène une idée, crée de la connaissance, 3-4 personnes vont travailler là-dessus puis vont l'amener encore à un niveau encore plus supérieur. Ideas who have sex. Exactement. Puis c'est vraiment la beauté de la chose. Moi, des fois, je lis un article, puis ça me fait partir dans une direction, puis je commence à bâtir là-dessus. Puis en bout de ligne, c'est pas exactement la même chose que j'ai lu, mais moi, ça m'a allumé sur quelque chose, puis ça me fait développer dans une direction, puis ça m'inspire. Puis peut-être qu'à mon tour, ce que je vais avoir écrit va avoir inspiré quelqu'un d'autre, puis ça va avancer comme ça. Puis j'ai vu justement dernièrement là, que vous aviez, toi et ton partenaire, parce que tu avais le truc de Strongman. Oui, les hommes forts, la CAFA. Oui, j'ai vu que vous aviez comme vendu, délégué, remis les clés à un autre groupe. Ça a dû être difficile, ça, parce que je me souviens que justement, l'année passée, quand on faisait les vlogs, tu avais une discussion avec ton partenaire, puis justement, ça semblait plus big que c'était. Ben, écoute, on est parti de rien. Encore là, on n'a rien inventé, par exemple, parce que la structure qu'on a faite au Canada, ça ressemble beaucoup à celle qui existait aux États-Unis. En le fond, on a reproduit un peu de structure qu'il y avait aux États-Unis, on l'a reproduit au Canada, mais c'était le défi de trouver des directeurs régionaux dans toutes les provinces, d'étendre le sport, de créer une formule de compétition, une formule de qualification de régional. C'était la seule de Strongman au Canada. Absolument. Okay. Puis là, maintenant, si tu vas aller au championnat du monde amateur de Strongman, c'est le chemin à prendre et c'est le seul et unique. Okay? Fait qu'on est devenu, après 5 ans, on a fait un championnat... 5 ans quand même. Ouais, championnat canadien de toutes les provinces au complet, bien représenté en plus. Où, ça? Cette année, c'était à Waterloo, mais ça a été à Regina, ça a été au Nouveau-Brunswick. Cette année, c'est en Saskatchewan à nouveau. Fait que les gars, ils voyagent, là, exactement. Ils veulent. Exactement. Puis on qualifie 10 athlètes par année au championnat du monde à travers ce championnat canadien-là. Puis, non, vraiment, ça a été un gros succès, ça a été beaucoup de travail, puis c'était un peu notre bébé, à moi puis Mike. Puis... Vous n'avez pas fait ça pour l'argent, là, parce qu'il n'y en a pas tant là, dans le... On n'a jamais pensé à ça au départ. Pensé à ça au départ. Puis, finalement,
c'est énormément de temps. Ouais. C'est vraiment de gestion. Moi, je trouvais que j'étais content de l'avoir démarré, de l'avoir lancé, puis de l'avoir parti. Puis je trouve que ma force était là, pour lancer ça, pour partir ça. Avoir l'idée, être assez bon pour le démarrer, puis avoir le guts de le faire. Ouais. Maintenant, pour la constance, pour le quotidien de ça, je trouvais que j'étais peut-être un petit peu moins à ma place dans le quotidien de ça. Fait que, parce que tu ne pouvais pas mettre toute l'énergie, dans le fond, que tu aurais voulu. Ben oui, parce que je veux être capable de donner du temps à mes athlètes, je suis capable de donner du temps ici au centre d'entraînement, j'ai toutes sortes d'autres projets qui me stimulent, puis c'était rendu un petit peu trop, puis je sentais que le navire, il flyait, il allait dans la bonne direction, juste trouver quelqu'un qui pourrait prendre la place, puis être capable de le garder, d'y faire garder le cap. C'est ça qu'on a fait. Puis Mike aussi, dans le fond, il était occupé avec autre chose. Exactement. On était tous les deux rendus un petit peu à la même place. Puis, tu sais, des fois, c'est un peu ingrat quand tu es à la tête d'une fédération sportive comme ça, parce que tu travailles très, très fort. Puis, quand tu fais bien ton travail, bien, les gens trouvent que ça va de soi, tu fais ton travail. Hein? Puis, quand les gens ont des frustrations, bien là, tu reçois les appels, les messages, les courriels et tout ça. Fait que t'as les deux, là. T'es constant. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, quand ça va bien, les gens ne te le disent pas parce qu'ils assument que c'est normal que ça aille bien. C'est ta job que ça aille bien, tu comprends? Ouais. Mais quand ça va pas bien, tu reçois un paquet de courriels, puis un paquet de messages. Puis à un moment donné, ça vient lourd gérer tout ça aussi. Ça vient lourd gérer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Puis c'est un volet qu'on trouvait un petit peu difficile aussi, toutes les deux, là, gérer, faire la gestion des membres au quotidien. Ça prend quelqu'un qui est excessivement motivé pour pouvoir demeurer là-dedans, comme Émilie et Antoine ont pris la place. C'est extrêmement motivé. C'est un couple, ça? C'est un couple, oui. Un couple d'hommes forts et femmes fortes. OK, eux autres faisaient des compétitions. Exactement. OK, ils étaient passionnés déjà. Exactement. Puis ça prend ça pour être capable d'absorber tout ça, tu sais. Mais nous, c'est sûr et certain que une fois que c'est lancé, une fois que c'est parti, une fois que ça roule, moi, dans mon quotidien, c'est pas dans ça que j'excelle, répondre à des courriels pour régler des problématiques. Tu comprends-tu? J'ai le goût d'utiliser ma tête au meilleur de mon potentiel. Ouais. Ouais, fait que moi, je suis dans la créativité, je suis dans l'innovation, je suis dans l'entraînement et tout ça. Alors, ça ressemblait pas à ça. Fait que je trouvais que j'étais moins à ma place, rendu là où l'entreprise était rendue présentement. Puis vous restez sûrement sur le side en termes de consultant, en termes de... Non, pas nécessairement. Honnêtement, on a 100% confiance aux gens qui ont pris part. Puis c'est une entreprise privée, donc ils ont pris les rênes. Donc, c'est sûr, moi, ça va me faire vraiment plaisir si je peux contribuer de n'importe quelle façon. Mais je pense qu'ils connaissent tellement le milieu, puis ils connaissent tellement le métier, puis... Émilie avait été impliquée avec nous les dernières années aussi, surtout au niveau des médias sociaux. Donc, elle connaît très, très bien la tâche. Donc, je pense que ça va aller comme sur des roulettes. Oui, fait que c'est comme un bon build-up là, avec le temps. Ah, exactement. Ah, ben c'est bon. Ça fait que tout va pour le mieux, dans le fond. Oui, vraiment. J'ai hâte de voir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans où ça va être rendu. Je pense que ça va être très, très gros, honnêtement, Guillaume, cette association-là. Ah ouais, hein? Ouais. Ça. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Honnêtement, j'ai failli faire à un moment donné, mais... C'est ça. Puis le fait d'avoir cette opportunité-là, d'avoir ce circuit-là au Canada, je pense que ça a amené aussi beaucoup de monde à vouloir s'entraîner. Ça a amené les filles, les femmes fortes. Il n'y en avait pas de compétition pour les femmes avant. Ça a amené les gens de plus faible poids, de petite taille, à faire des compétitions. On a créé des classes pour les 176 livres et moins, pour les 200 livres et moins. Fait qu'on a vraiment démocratisé la chose. Puis plein de monde maintenant qui peuvent se donner à ce sport-là. C'est ça qui est cool. J'ai 3 questions finales. Okay. C'est des questions qui ont pas rapport qui ont un peu rapport à l'entraînement, mais c'est un peu plus ludique, là, connaître un peu ton côté wild. C'est quoi ta chanson thème? C'est quoi la chanson thème à Yann? Mettons, tu rentres chez vous, puis c'est la toune qui part quand tu te lèves le matin. Tu rentres dans le gym, c'est la toune qui part dans les oreilles du monde. Ce serait quoi cette toune-là? Écoute, tu me prends par surprise. Moi, personnellement, au niveau de mes goûts musicaux, d'habitude, je m'en vante pas, OK? Je suis un gars qui est resté collé sur le rock des années 80. C'est du bon stock? Moi, ça a toujours été guitare, bass, drum. Fait que ça tourne toujours pas mal autour de ça. Puis d'autres grands classiques, là, que ce soit un classique des Beatles. Qu'est-ce qui est très, très paradoxal, c'est que j'aime aussi la musique classique.
Fait que, va savoir, essaye de comprendre. T'sais, quand que je suis tout seul ici, je m'entraîne seul ou je fais du travail ici, ça va être souvent d'être de la musique classique. Quand je m'entraîne, je reviens à Scorpion, je reviens à Motley Crue, c'est du bon stock, ça. je reviens à tous ces classiques-là C'est des bons artistes. que j'aime beaucoup. Puis c'est drôle parce que à cause que mon garçon Vania commençait à faire des cours de guitare, puis je l'attendais à ses cours de guitare, ben j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai commencé à jouer de la guitare moi-même, puis du ukulélé. Puis là, je suis en train de découvrir plein de nouveaux goûts musicaux à travers ça. Fait que là, je suis en train de tout expandre mes goûts musicaux à travers la musique que je joue moi-même. Je suis encore au niveau débutant, mais quand même, c'est vraiment le fun. C'est une autre affaire, un petit peu plus si je repartirais. Ouais. Fait que t'as-tu une tonne en tête là, qui devient là, de ces bandes-là là, des années 80 là, qui... Écoute, il y en a tellement. Des hymnes nationales de l'entraînement, là, si on peut le dire comme ça. Peut-être. Time Stand Still de Rush. Ouais. Ça, c'est vraiment du solide. Ça, c'est du solide. On l'oublie, Rush. Rush est comme underground un peu. Dans le temps, il l'était pas. Moi, j'ai encore des cassettes de ça chez nous. Là. Je sais pas ce que je pourrais l'écouter, là, mais... Ça, c'est vraiment Rush, solide. Ouais. Je te dirais que c'est une de mes une de mes chansons préférées d'entraînement, c'est clair. Nice. Ouais. C'est qui ton athlète féminin préféré de tous les temps et pourquoi? Ah, je te dirais que c'est Clara Hughes. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Écoute, moi, elle a son propre style, Okay. elle a créé son propre chemin. Évidemment, elle est super inspirante par ses réalisations. Là. Okay. Sport d'été, sport d'hiver, olympique d'été, olympique d'hiver, tout ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est une athlète de vélo de montagne de cross-country. C'est ça? Non, c'est une athlète de cyclisme sur route, de cyclisme sur piste et de patinage de vitesse. Ah, ok, je me trompe Ouais, de personne ouais. d'abord. Clara. Ok. Ouais. Puis, je te dirais que qu'est-ce qui me... C'est quelqu'un qui a l'air avoir ses propres... de faire les choses avec les limites qu'elle s'est fixées elle-même et les outils qu'elle s'est donnés elle-même au meilleur de ses potentiels, plutôt que... Rentrer dans un moule. Exactement. Puis ça me plaît. Puis ça, j'aime ça. Puis c'est une... Elle fait un peu comme un... C'est une tripeuse. Je la trouve inspirante de la façon qu'elle fait ça. Puis je trouve qu'elle redonne beaucoup au sport également. Ouais, elle a un super bon message à passer. Avant, c'était déjà probablement une de mes grandes inspirations en tant qu'athlète féminine. Mm-hmm. Puis plus tard, j'ai lu son livre. Puis là, j'ai réalisé tout son background, tout son passé, puis tout ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Puis là, ça l'a comme rajouté une couche supplémentaire parce qu'en plus, elle l'a vraiment pas eu facile. Ouais. Ah, ben c'est bon, je vais aller. Ouais. Je Ouais. pensais que c'était plus une athlète de vélo de montagne, mais je me suis trompé. Je vais aller checker ça. Si tu avais un. Troisième question. Fait que si tu avais un pays à choisir dans lequel tu habiterais autre qu'au Canada, tu déménages là, c'est là que tu habites maintenant, c'est où tu irais? Ça peut être quelque part que tu n'es jamais allé aussi. Si ça tente d'être gambler. On va voir si t'en dis un nouveau, là. Non, je vais être dans le cliché, là, c'est sûr et certain. Pays scandinave. Ah oui? Ah oui. Où? Je suis allé à Oslo, je suis allé m'entraîner déjà à Olympiatoppen. Je pense que dans ce coin-là. Ah ouais, hein? Vraiment, j'ai adoré ça. T'aimes l'hiver? Hein? T'aimes l'hiver? Non, pas tant. Okay. En termes de climat, mais c'est vraiment la culture. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé, mais tu sais comment je m'intéresse à l'éducation. Ouais, on peut en parler. Comment je m'intéresse au style de vie, puis à l'empreinte qu'on laisse entre le moment où on est, puis quand on meurt, puis qu'est-ce qu'on fait, puis l'impact qu'on a. Tu sais, puis j'espère beaucoup, moi, tu sais, à travers ma pratique. Je sais que mon travail, c'est préparateur physique puis entraîneur, puis c'est ça que je fais au quotidien, mais j'espère que mon impact, elle va déborder de mon travail, tu comprends? Ouais. Puis je trouve que c'est un petit peu comme ça qu'ils vivent Dans les pays scandinaves. Ouais, tu sais, ça... Qu'est-ce que t'aimes du système d'éducation là-bas? C'est très, très, très démocratique. C'est très, 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 très libre. Pourtant, ils sont tellement à côté d'un pays qui l'est pas. Ouais, ouais, mais non, c'est...
Premièrement, la gestion des risques, par exemple. Nous, toutes nos écoles sont clôturées. Tu ne peux pas grimper aux arbres. S'il y a une falaise ou quelque chose, tu ne peux pas t'approcher. Eux, ils vont prendre des marches en forêt. Tous les dangers sont présents. Ils font confiance un peu à la vie, si exactement. Ensuite de ça, c'est un peu plus l'éducation libre également. Ça passe beaucoup par les intérêts, le travail en groupe. Tu sais, ici, on fait des travails d'équipe à l'école, mais la plupart du temps, les travails d'équipe, en bout de ligne, ton bulletin, ça ne prend pas une grande place, mais dans la vraie vie, c'est du travail d'équipe. Ça prend toute la place. Le travail individuel est pas mal plus rare que le travail d'équipe. Fait que la collaboration qu'ils font, j'aime ça. Après ça, de voir les choses d'une façon globale, systémique, pas juste s'arrêter sur le résultat, la note. Le monde noté, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faiblesses versus le monde non noté. Puis ça, c'est un autre aspect que j'aime beaucoup de leur éducation là-bas. Ils sont moins axés vers les années ou l'âge que tu dois être quand tu es à telle année, puis les résultats, mais vraiment plus une ouverture d'esprit par rapport à ça. Puis est-ce que les enseignants ont aussi les enseignants, la façon qu'ils sont formés aussi pour donner ce type d'éducation ça va jusqu'au ministère. Là. C'est à tous les niveaux. Là. Non, je pense qu'ils ont une longueur d'avance. Souvent, on les cite, puis en même temps, on essaie de retrouver 2-3 trucs qui ne vont pas, ou on va parler de la Suède, pour dire finalement, c'est bien beau tout ça, c'est les plus heureux, mais ils ont le plus haut de taux de suicide chez les tel âge. Alors, mais il y a d'autres choses ici aussi. C'est ça. Regardons ça globalement. C'est au niveau de la consommation, au niveau de l'accès à la propriété, au niveau de toutes ces... les maisons châteaux, la plupart des gens, peu importe leur revenu, ont des maisons de taille standard. Je veux dire, ici, ça fluctue. Tu vas dans un quartier... Est-ce qu'en Islande, c'est un peu comme ça ou c'est vraiment... Je pourrais pas te dire. Parce qu'ils sont collés, mais sont un peu à part aussi. Non. Je suis curieux de savoir. J'ai l'impression que la culture doit ressembler un peu, là. Ouais. Mais ou avec la Grande-Bretagne. Je ne me prononcerai pas. Je ne suis pas assez expert pour ça. Mais ouais. Puis les enseignants là-bas doivent aussi avoir un statut peut-être un peu plus valorisé. Pour vrai, on va se dire, nos profs ici ne sont pas tant valorisés. Là. Non, exactement. Ouais. C'est tout ça, puis c'est global. Puis il y a comme un nivellement au niveau de... Tout le monde a un rôle important dans leur société. Puis tous les métiers sont encouragés, puis tous les rôles sont encouragés. Puis on n'a pas l'impression que c'est une usine de production de diplômés des écoles, mais vraiment juste une place propice à l'apprentissage. Vraiment ça. Puis moi, c'est ça que j'aime. Puis le fait que tu as des enfants, tu as peut-être aussi ce mindset-là en arrière de la tête de comme j'aimerais que mes enfants ils vivent dans ce type d'environnement-là. Moi, pour vrai, là, tu sais, on parle d'entraînement, mais qu'est-ce qui me passionne le plus dans la vie, c'est apprendre. C'est sûr qu'apprendre sur l'entraînement, j'aime vraiment ça, mais apprendre en général, j'adore ça. Puis il y a des moments dans ma vie à moi où l'école était un peu en train de m'enlever mon goût d'apprendre. Parce que tu n'aimais pas ce que tu apprenais. Exactement. Ouais. Parce que je me faisais rentrer de l'apprentissage de force. Puis t'es plus quelqu'un qui lit un livre puis qui... j'ai été assez intuitif pour me retirer de l'école quand je chantais ça, pour être capable de me replonger dans ma curiosité puis mes intérêts, pour apprendre. Puis j'ai une soif de connaître qui est très, très, très grande. Puis j'essaie de la transférer aux enfants aussi, parce que... Puis comment je fais? C'est simplement parce que à la maison, je lis. À la maison, je pose des questions. Eux posent des questions. On expérimente énormément. Ils me voient aller avec le terrain, le potager, tout ça. Puis non, c'est un gros morceau d'apprentissage. Puis je pense que tout le monde qui apprend devrait aussi avoir la tâche de redonner ce qu'ils ont appris, plutôt que les connaissances deviennent exclusives à une entreprise ou à un employeur, puis qu'ils soient enfermés à l'intérieur. À la limite, un modèle scolaire qui serait intéressant, ce serait un modèle scolaire qui, quand tu as terminé tes études, tu es obligé d'enseigner pendant un moment avant de pouvoir continuer à évoluer. Puis ça, c'est parce que quand tu enseignes, ça te force à consolider tes acquis au niveau de tes connaissances. Parce que tu es obligé de les formuler d'une façon que les autres peuvent le comprendre. Fait que c'est très, 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 très bon pour faire la synthèse. Puis en plus de ça, ça nous assurerait
que si tu es un génie, là, puis ça va très bien, puis tu as saisi plein de choses, tu les as saisies de la bonne façon, puis tu t'en vas dans le milieu du travail, puis c'est une compagnie privée qui profite de ton cerveau, puis de ce que tu as développé, puis qui garde tout ça, bien, tes connaissances ne sont pas transmises, puis l'évolution de tout le monde en souffre un petit peu d'une certaine façon. Oui, puis des fois, certaines bonnes écoles où, tu sais, je sais même pas s'ils sont bonnes, tu sais, mettons Harvard, Yale, Stanford, ces grosses écoles-là qui coûtent énormément d'argent, qui sont peut-être même pas, qui sont peut-être bonnes pour toi ou pas bonnes pour toi, tout dépendant t'es qui, tu sais. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui payent des surplus pour que leurs enfants ils rentrent dans ces écoles-là, mais tu sais, ça en dit long aussi sur comment l'enfant évolue à travers les années quand il est là. Il sait que... tu sais, on vit dans une société où on nous apprend que le succès passe un peu par le capitalisme, puis quand ça va bien à l'école, bien, ça te permet de rentrer. Quand ça va bien au primaire, ça te permet de bien aller au secondaire, qui te permettra de rentrer dans un bon cégep, dans une bonne université, puis finalement, tu trouver un bon emploi. Puis c'est quoi un bon emploi? Bien, c'est un emploi qui va te permettre de te rémunérer suffisamment pour faire la vie que tu veux, tu sais, mais... C'est quoi la vie que tu veux? Exactement, tu sais, puis... Tu sais même pas, des fois. Ben, c'est absolument. Puis est-ce que tu sais, est-ce que tout doit toujours tourner autour de l'argent, autour des revenus, puis autour de tout ça, tu sais? Puis après ça, la vie passe, puis la vie n'est pas si longue, tu sais. Puis moi, je pense que le moment présent est important. Profiter de chaque minute, profiter de chaque instant, puis pas passer des années... tu sais, oui, il faut semer, puis je suis bien placé pour en parler parce que je fais de la permaculture, il faut semer, ça veut récolter un moment donné, mais tu sais, je pense que c'est important au quotidien d'être capable d'aller chercher sa satisfaction puis son plaisir là-dedans. Puis il y a beaucoup trop de monde qui vivent pour le week-end, malheureusement. J'adore lundi, moi. Pas avec? Moi, la semaine passée, il y a 2 semaines, je pensais qu'on était... Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'on était lundi, mais c'était dimanche. Je m'en allais faire ma journée de lundi. J'avais hâte, tu sais. Ah ouais? Mais bon. Ouais, on appelle ça une vocation. C'est parce qu'on est dimanche. Oh shit, c'est pas grave. Oh well. Bien, sur ça, merci Yann. Hey, merci à toi, Guillaume. On va te revoir. Toujours un plaisir. Sûr.